je fais une bêtise. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ici? Oh, enfin, ça. Non. Très bon, c'est pas terrible alors. Bon, je renonce. Je vais refaire un petit schéma rapidement. Alors, je vous refais le schéma. Voilà, alors toujours ici petit a moins petit a, ici moins petit a plus petit a, l'origine du repère. Les points ici A, B, C et D. Toujours la particule de charge moins Q. Donc on a moins Q en A, B et C. Là, et plus Q en D. Voilà. Et nous, on cherche le champ voilà, total au point O. Donc c'est à ce niveau-là qu'on cherche le champ. Alors vous voyez le champ que vont créer les particules. Alors on a A et B. On a surtout, vous voyez, ce qui va être intéressant, c'est de voir peut-être le champ voilà, que créent les particules, vous voyez, ici. Alors, et ici, sur cette diagonale-là, ça va porter alors, le champ créé par la particule au point A et la particule au point C au point O. Alors, vous voyez, regardez, ici, je vais avoir, comme la particule est négative, ici, je vais avoir le champ que crée la particule A au point O, qui est dans ce sens-là, et puis de ce côté-là, vous voyez, je vais avoir le champ ici, comme la particule est négative. Voilà, et là, j'ai le champ que crée C au point O. Voilà. Alors, qu'est-ce que je peux dire de ces deux champs le que crée A au point O et puis le E que crée C au point O. Qu'est-ce que je peux dire de ces deux champs? Vous voyez que la distance entre le point A et le point O et la distance entre O et C, ben, c'est la même distance. C'est donc racine de 2 multiplié par A. Les charges sont identiques. Donc le champ que crée A au point O, il est dirigé vers le point A, puisque la particule est négative. Et le champ que crée C au point O, il est également dirigé vers C, puisque la particule en C, a priori, est négative. En tout cas, elles sont en A et C de même signe. Donc, qu'est-ce que je peux dire de E à O plus E CO? Qu'est-ce que je peux dire de la somme de ces deux champs? Elle vaut quoi? Elle vaut 0. 0, le vecteur nul. D'accord? Donc ces deux-là, vous pouvez... Hop, on peut les éliminer.
Voilà, on n'a plus qu'à calculer EBO plus EDO. Alors là, vous voyez, on se retrouve avec, si je veux tracer, vous voyez, donc je vais être, si je veux tracer, je vais être sur cette diagonale, ici. Là, alors j'ai un champ, ce coup-ci, vous voyez, je vais avoir un champ, le champ que crée D au point O, il va être dans ce sens. Alors, je vais le tracer peut-être ici. Là, je vais ici. Voilà, là j'ai le E, D en haut, puisque la particule, la charge de la particule vaut Q. Et ensuite, le champ que crée B en haut va être dans le même sens que B et égal à... Là, je vais l'avoir ici, je vais le décaler un petit peu du coup. Je vais essayer de changer de couleur. Là, je vais l'avoir ici. Je le décale un petit peu. Donc là, je vais avoir le champ que crée B au point O. Vous voyez donc les champs créés par D au point O et par B au point O sont identiques, ils ont la même direction, la même intensité, et puis le même sens, d'accord? Donc ils vont se sommer. C'est-à-dire qu'on peut dire que le E total, du coup, pour le coup, est le E en haut vaut 2 ED en haut, ou c'est pareil que d'écrire 2 fois le champ que crée B au point O. C'est la même chose. Bon, alors je fais mon calcul, donc 2 fois le champ que crée D en haut, K, fois Q, la particule, divisé par DO carré, multiplié par le vecteur unitaire, alors on va l'appeler le UDO, dans la direction de D vers O. Donc ça me fait du 2 fois K fois Q, divisé par DO carré, divisé par, alors le DO, que vaut DO, la distance DO, elle vaut quoi? Dites-moi, que vaut DO? Ouais, puisque le petit côté, si vous voulez, si vous prenez le grand carré, il a pour une arête qui est égale à 2A, et par contre le petit carré, vous voyez, vous avez une arête qui est égale à 1. Du coup, que vaut, si vous voulez, la demi-diagonale, en fait, c'est ça, hein. Elle vaut Racine de carré. voilà, racine de 2 fois le tout au carré. Multiplié par le vecteur unitaire. Et dites-moi ce que vaut le vecteur unitaire, c'est la même chose que tout à l'heure. Le vecteur unitaire dirigé de D vers O. On nous projette. Voilà, ça fait cos θ EX, sin θ EY, avec toujours un angle ici. Vous voyez votre angle vaut 45 degrés puisque vous êtes au sein d'un carré. On retrouve, vous voyez, pour le vecteur unitaire, racine de 2 sur 2 EX plus racine de 2 sur 2 EY. Vous voyez le U DO. Le racine de 2, c'est le cos pi sur 4 EX plus sin pi sur 4 EY. C'est le même vecteur unitaire que le vecteur unitaire dont on s'est servi tout à l'heure pour calculer la force de Coulomb. Voilà. Alors je peux mettre racine de 2 sur 2 en facteur. Et si je mets racine de 2 sur 2 en facteur, ça me fait du 2 fois K fois Q. Alors sur
2a carré fois racine de 2 sur 2. Multiplié par EX et par EY. Donc ça vous fait du racine de 2 en remplaçant k par 1 sur 4 pi epsilon 0. Racine de 2 sur 2 fois q fois 1 sur 4 pi epsilon 0 multiplié par 1 sur a carré fois EX plus EY. Alors si j'arrange un peu tout ça, ça me fait du racine de 2 fois q divisé par UI pi epsilon 0 a carré EX plus EY. Voilà, donc là vous avez le champ au centre du cercle. Alors, si vous aviez une particule au centre du cercle, il suffit de multiplier le champ par la particule pour avoir la force qu'on va exercer les 4 autres sur cette particule qui serait placée au centre du carré. Voilà. Parce que pour le E0. Voilà. Voilà ce qu'on trouve pour le 0. Alors je ne sais pas s'il y avait, je pense qu'il n'y avait pas d'application numérique particulière à faire. Voilà. Voilà ce qu'on pouvait faire dans ce petit exo. Donc toujours pareil, un petit exo de révision avec des notions simples qu'on a vues donc lundi dernier lors de ma première séance. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Dites-moi si vous avez des questions sur ces sur ce premier petit exo. Des questions? N'hésitez pas à essayer des questions, parce qu'on risque de faire quelques séances comme ça à distance, du coup, avant de revenir en présentiel. Donc, dites-moi s'il y a des questions, n'hésitez pas. Hein. Voilà, c'est des choses qui doivent être maîtrisées. Tout ça, ces petits calculs, tous les petits calculs avec des vecteurs, vous voyez, des sommes de vecteurs. Ah, donc ça doit être bien maîtrisé pour pouvoir continuer dans de bonnes conditions. Ça va, pas de questions? On passe à la suite. Alors, donc, je vais revenir au début de l'exo. Je vous laisse un peu de temps, si vous voulez noter, peut-être. Ouais, je vais vous laisser un petit peu noter, peut-être. Là, si vous avez... Voilà, dites-moi si vous avez besoin de temps pour noter, il faut que vous me parliez un petit peu. Est-ce que vous pouvez rajouter au schéma? Est-ce que je peux rajouter le schéma? Ouais, comme ça va? Oui, merci. D'accord.
Allez, donc je passe à l'exercice suivant. Alors, je vais essayer de conserver un petit peu tout ce que j'ai fait de manière à ce que vous puissiez le rechercher. Oui, je vous mettrai le lien du OneNote. Alors ça, je vais le prendre comme ça. Faire ça. Là, vous pourrez toujours aller le chercher du coup. Voilà. Alors, je vais passer à l'exercice 3. Voilà. Alors, bon, pour commencer à présenter l'exercice 3, si vous voulez, on fera une petite pause de 5 minutes ensuite. Donc, vous avez, je vous avais dit de le chercher, cet exo. Vous avez deux sphères identiques chargées, chacune de masse 3, 10 moins 2 kg. Elles sont en équilibre, comme représenté donc sur la figure. On vous donne la longueur de la tige à laquelle elles sont accrochées, puis l'angle que fait la tige du pendule avec l'axe vertical, donc en degrés, 5 degrés. On vous demande de déterminer la charge, hein, donc il y a un équilibre qui se crée. Et ensuite, vous avez un problème de mécanique statique, hein, puisque l'équilibre est maintenu. Il n'y a pas d'accélération, donc la somme des forces est égale à 0. Alors, certains ont cherché, je vous avais demandé de le chercher un petit peu, cet exo. Qu'est-ce que vous êtes parti de quoi? Vous avez commencé par faire quoi pour essayer de déterminer donc la charge de chaque sphère? Pour ça, il faut déterminer bien sûr la force électrique qu'exerce chacune des sphères sur l'autre. Alors, qu'est-ce que vous avez fait au départ? Donc un problème de mécanique statique. Donc dites-moi, est-ce que quelqu'un pourrait me dire un petit peu comment il a démarré l'exo? On fait la somme des forces. Alors, et vous avez quoi comme force, du coup? Le poids. Le poids, ensuite. Vous avez le poids de la sphère. Ensuite, alors vous voyez qu'on peut travailler sur une sphère ou sur l'autre. Hein. Donc vous avez deux systèmes indépendants que sont les deux sphères. Donc on va travailler plutôt sur une des sphères, celle de gauche ou celle de droite. Bien sûr, on aura un système tout à fait équivalent sur l'autre sphère. Alors, dites-moi, vous avez le poids, vous avez quoi d'autre ensuite? Vous avez le fil, non? Enfin, ce qui tient les... Ouais, la tension du fil, effectivement, la force de tension du fil, parce que s'il n'y a pas de force sur le fil, qu'exerce le fil sur la sphère, ça veut dire qu'il n'y a pas de fil, et donc la sphère, elle tombe. À partir du moment où la sphère ne tombe pas, c'est que le fil de longueur L exerce une force sur la charge, et cette force-là, on appelle ça la force de tension du fil. Donc effectivement, vous avez cette force-là, vous avez donc le poids, là. Alors, on va les dessiner. Je vais prendre la sphère de gauche, par exemple. Donc, le poids. Et le poids, vous avez la force de tension du fil. Là, et vous avez une troisième force. Quelle est-elle, la troisième force? Donc là, ici, T. Ici, P. Vous avez une troisième force qui est la force. Quelle autre force? La force de... Ben, vous avez L'électrostatique. Voilà la force électrostatique qu'on appelle la force électrique ou électrostatique qu'on appelle la force de Coulomb. Hein, le F égale Q fois le champ que crée la particule de droite sur la particule de gauche. Alors cette force-là, vous voyez que les deux particules ont la même charge, donc ce sont des forces qui vont tendre à éloigner les particules l'une de l'autre. Vous voyez, si elles étaient de charge opposée, au contraire, ça aurait été une force d'attraction. Donc là, ça va être des forces de répulsion. Voilà. Alors ces forces-là, je les ai ici.
Là, si je me place sur je considère mon système mécanique, c'est simplement la particule de gauche. Et ici, et j'ai ma force, donc 2 coulombs. Et ici, je vais l'appeler grand F. Donc si je fais un bilan des forces, attendez, j'ai juste, là ça va revenir, c'est juste mon OneNote qui a sauté. Ça lui arrive de temps en temps. On néglige les forces de frottement. Ah oui, il n'y a pas de force de frottement. Là, on a un problème de statique. C'est-à-dire que le système est immobile. Hein. Donc là, il n'y a pas, ce problème-là. Voilà, on se retrouve avec ça. Donc ici, alors voilà, donc on peut... Je fais... Si je fais le bilan des forces, alors donc je vais énumérer les forces. J'ai donc F, la force de Coulomb, P, le poids de la sphère, et T, la force de tension du fil. Donc c'est une force qu'exerce le fil sur la sphère. Voilà, alors on va considérer, donc on va projeter, c'est pareil, c'est un problème dans lequel vous devez projeter. Et donc on va considérer un repère orthonormé, à nouveau une base cartésienne en 2 dimensions. Alors donc vous pouvez vous dire que ici vous avez l'axe X. Axe X, éventuellement l'origine du repère ici, on aurait pu le mettre ailleurs, hein, l'origine du repère. Et puis la verticale, ça va être l'axe Y. Avec des vecteurs unitaires portés par chacun des axes. Donc un vecteur unitaire EX ici, là, et un vecteur unitaire EY sur l'axe vertical. Alors le X, quelquefois, vous pouvez avoir aussi comme notation pour X, vous pouvez avoir petit i, aussi, Y, petit j, c'est pareil. Là, c'est la même chose. Alors, et on va projeter, ce qu'on fait, c'est ensuite on projette les forces donc dans la base de travail, qui est la base cartésienne. Là, on va commencer par le poids et puis la tension du fil. Alors, vous voyez, je les mets en colonne. Donc, en haut, je vais mettre l'abscisse, et en bas, je vais mettre l'ordonnée de la force. Alors, quelles sont les coordonnées de P dans la base X ou Y? Dites-moi. P a pour coordonnées 0 et 0 et... Alors, P, oui, je l'ai dessiné en violet. Donc 0, et puis la coordonnée suivante Y. Moins mg. Moins mg, d'accord. Et ensuite, la force de tension. Alors, la force de tension, on va considérer que son module. Vous voyez, alors, la force de tension, on ne peut pas la définir, elle ne peut pas être définie au préalable. Elle ne peut qu'être définie lorsqu'on résout le problème. Pourquoi? Parce que la force de tension, elle va dépendre un petit peu de l'angle que fait le système par rapport à la verticale. Vous voyez, si vous avez un mouvement pendulaire, vous doutez bien que la tension va être maximum lorsque le pendule est à la verticale, et la tension du fil sera minimale lorsque le pendule fera un angle élevé avec la verticale, hein, puisqu'on on voit bien, vous avez tous secoué un petit quelque chose accroché au bout d'un fil.
Hein, vous êtes bien douté que la tension maximale du fil, lorsque le fil est à la verticale, ensuite, si vous secouez un petit peu votre pendule, quand il va de part et d'autre, voilà, du maximum de l'angle du pendule, c'est là où vous avez la tension qui est minimale. Donc voilà, on va considérer, ça fait partie des inconnus du problème. On va considérer simplement que la norme de la tension vaut T. Voilà, alors comment, du coup, que valent les coordonnées du vecteur tension en fonction de sa norme, en fonction de T? Comment je peux écrire la tension en fonction de T? Alors regardez, si ce vecteur-là, vous voyez, si vous n'avez pas trop l'habitude, ce vecteur-là, ben, vous le translatez, vous avez le droit de faire ça avec un vecteur, et vous l'amenez à la base, vous voyez, regardez, je vais l'amener ici, mon vecteur T, pour le projeter. Voilà, je le translate. Donc là, j'ai le vecteur T, et mon vecteur T fait un angle, vous voyez, l'angle, alors que vaut cet angle-là? Regardez, l'angle que je viens de tracer en vert, il vaut quoi? Pi sur 2 moins θ. Non, 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 regardez, il vaut. Alors, regardez, T, le vecteur que j'ai translaté, vous voyez, on est sur le fil, on est collinaire au fil. D'accord? Et ensuite, l'axe Y, il est dans le même axe que la verticale, que les traits en pointillé. Donc, entre les pointillés et le fil, j'ai un angle θ. Et donc, l'angle en vert, il vaut quoi, tout simplement? L'angle en vert, il vaut. Comme vous voyez que le vecteur T que j'ai translaté, il est dans la même direction que la direction du fil, et l'axe Y est dans la même direction que les pointillés. Donc l'angle que j'ai entre l'axe Y et puis le vecteur T que j'ai translaté vers le haut, cet angle-là vaut tout simplement, il vaut tout simplement θ. Hein, l'angle que j'ai ici, voilà, vaut θ, d'accord? Donc en considérant que la norme de t vaut grand T, que l'angle que fait le vecteur t avec l'axe y, il vaut θ, celui qu'il fait avec l'axe x, donc du coup c'est pi sur 2 moins θ. Quelles sont les coordonnées de t? Alors je peux écrire que t, la tension du fil, vaut. Alors la première coordonnée, la coordonnée suivant x, elle vaut norme de t multipliée par quoi? Que c'est un pi sur 2. Alors, c'est pas, faites attention. Alors, vous voyez, l'angle θ, cette fois-ci, il est entre le vecteur t et le vecteur y. En fait, quand vous allez faire norme de t multiplié par un cosinus ou un sinus d'un certain angle, alors, vous voyez, lorsque vous projetez pour avoir la coordonnée suivant t, vous allez projeter, vous allez faire ça. Vous voyez, projeter. Là, pour projeter, je fais ça. Voilà, donc là je projette, et puis pour avoir la coordonnée suivant suivant x plutôt, je vais projeter également sur l'axe x. Donc je fais ça, vous voyez, projection orthogonale sur l'axe x, vous voyez. Ici j'ai un axe, et puis donc là j'ai ma coordonnée suivant x, vous voyez, je vais la voir ici. Là je vais avoir le tx. Et puis là-haut, je vais avoir le TY. Alors, vous voyez, quand je projette sur l'angle, en écrasant l'angle, je multiplie par cos θ. Si je projette, vous voyez, de l'autre côté de l'angle, c'est-à-dire sur l'angle complémentaire, vous voyez, l'angle que j'ai entre T et puis l'axe X, c'est pi sur 2 moins θ. Là, je multiplie par sinus. Vous voyez, donc là, j'ai T, je fais norme de T, puisque pour projeter, vous voyez, donc je projette suivant l'angle complémentaire à θ, je vais multiplier par sinus θ. Voilà. Et ici, donc pour projeter suivant y, j'écrase l'angle θ et donc je mets t fois cos θ. D'accord? Pour ceux qui n'ont pas trop l'habitude, je vous fais un petit rappel ici. Regardez, j'ai un vecteur
Alors, si j'ai l'angle θ qui est ici, les coordonnées du vecteur OM valent la norme du vecteur OM, grand OM comme ça c'est norme du vecteur OM, multiplié par cos θ suivant x, multiplié par sin θ suivant y. Voilà, où OM est égal à norme du vecteur OM. Alors je peux vous faire une autre configuration. Vous voyez, si j'ai... voilà, du coup... je vous fais peut-être... voilà, je vais vous faire un autre exemple. Là, vous avez par exemple le vecteur, je l'appelle, je vais l'appeler AB. Là, et ici, j'ai l'angle alpha. Et donc, si je veux les coordonnées de AB, vous voyez, si je suis dans ce cas de figure, AB, donc je vais prendre la norme de AB. Alors, pour avoir la coordonnée suivant x, vous voyez, pour projeter suivant x, je vais projeter comme ça. Vous voyez, je suis, lorsque entre l'axe OX et puis le vecteur AB, j'ai l'angle complémentaire à alpha, c'est-à-dire pi sur 2 moins alpha. Donc si je projette sur l'angle complémentaire, je multiplie par le sinus. Donc je vais faire sinus ici. Sinus alpha. Pour la coordonnée suivant x, vous voyez, je vais, suivant y plutôt, là je vais écraser l'angle alpha. Donc là je multiplie par cos alpha et j'oublie pas de mettre moins devant, parce que là, la coordonnée suivant y va être négative. D'accord, voilà, je vous ai fait deux petits exemples. Je ne sais pas, c'est des choses que vous avez déjà dû voir. Donc, bien sûr, AB est égal à norme de AB, ce que j'appelle AB, comme ça, la distance entre A et B. C'est la norme de AB. D'accord? Est-ce que ça, c'est OK pour tout le monde? Est-ce que tout le monde le voit bien, comment projeter un vecteur dans une base cartésienne avec, par rapport à un angle alpha ou θ, ou, voilà, etc. Est-ce que ça va? Est-ce que ça pose plus de difficultés, ça? Ça va? Dites-moi, essayez d'être un peu... Oui, ça va. Ça va à peu près pour tout le monde. Dites-moi si vous avez des difficultés, parce que c'est vraiment des choses basiques. Ouais, voilà. C'est bon, d'accord. On dit tout ça. Voilà, alors je fais la force F et puis après je ferai une petite pause ensuite. Alors, est-ce que quelqu'un peut me dire ce que vaut la force F? Quelles sont les coordonnées de la force de rappel élastique? Alors, je vous laisse ça à l'écran si vous voulez noter. Voilà, là, ce qu'il me faudrait là, c'est les coordonnées de la force F, de la force de Coulomb. Alors, qu'est-ce qu'elle vaut cette force de Coulomb? Alors, vous voyez, c'est la force que va exercer la particule de droite sur la particule de gauche. Alors là, vous pourriez mettre, vous voyez, si vous n'avez pas trop l'habitude, vous dites ça, c'est un point ici, j'ai le point grand A, et ici, j'ai un point grand B. Donc cette force-là, c'est la force qu'exerce la particule au point A sur la particule au point B. Et là, je reprends ma définition. Je fais Q multiplié par QA fois QB. Je divise par AB au carré.
et je multiplie par un vecteur unitaire dans le sens de A vers B. Alors, le QA est égal à QB, QA égale QB égale Q. Donc ça me fait du K fois Q carré sur AB. AB, vous voyez, entre A et B, vous avez ici vous avez petit a, et puis là, vous avez également petit a. Vous voyez que AB vaut 2 fois petit a. Donc sur 2 fois petit a au carré. Et que vaut du coup le vecteur unitaire dirigé de A vers B? C'est un vecteur qui est horizontal. Qu'est-ce qu'il vaut en fonction de ce que j'ai pris dans mon exo? Le vecteur unitaire, il vaut... Le vecteur unitaire, parce que c'est là. Il vaut, s'il vous plaît? Oui, dites-moi. 2A. Non, 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 un vecteur unitaire. Donc, un vecteur unitaire, ça veut dire que sa norme est égale à 1. Donc, il ne peut pas valoir 2A. Alors qu'il est horizontal, donc il est dans la direction de x. Que vaut donc ce vecteur unitaire? Dirigé de A vers B. Ex, c'est aussi un vecteur unitaire, vous voyez? Donc, UAB, je peux l'exprimer en fonction de EX. Puisque norme de x vaut 1. C'est AB sin alpha. Non, non, regardez, AB, le vecteur AB, il est à l'horizontale. Donc le vecteur unitaire dirigé de A vers B, il va être à l'horizontale. Donc ce vecteur-là, il est collinaire à EX. D'accord? Donc la norme de UAB doit être égale à 1 puisque c'est un vecteur unitaire. Et la norme de X est égale à 1. Donc qu'est-ce que je peux dire de UAB? UAB est égal à... UAB est égal à quoi du coup, en fonction de X? EX, alors, est-ce que vous êtes sûr que c'est le bon signe? Puisque vous voyez, là, je vous parle d'un vecteur unitaire qui serait dirigé de A vers B. Voilà, de A vers B, alors que le X, vous voyez, il est dirigé dans le sens des X positifs. Voilà, moins EX, hein, multiplié par moins EX. D'accord? Donc la force F implique F égale moins K Q carré sur 4A carré multiplié par EX. D'accord? Donc voilà, j'ai mes trois forces. Donc je peux déduire que les coordonnées de F, donc puisqu'il est simplement sur un X, donc vous voyez, si je mets les coordonnées en colonne, en haut, je mets la coordonnée sur un X, donc moins K fois Q carré est divisé par 4A carré. Et en bas, je mets la coordonnée suivant Y, elle vaut 0. D'accord? Voilà. Voilà, donc si vous voulez, on peut faire une petite pause de 5 minutes. Vous avez l'habitude de faire 5 minutes de pause. Voilà, je reviens dans 5 minutes. D'accord, donc là c'est 15h07. On peut se retrouver à 15h12 du coup.
Voilà, allez, on reprend. Donc, a priori, vous devez m'entendre. Voilà, donc on revient à cet exo. Alors, donc c'est un problème de statique, c'est-à-dire que les deux particules, donc mon système mécanique est immobile. Et on sait, d'après le PFD, que si le système est immobile, l'accélération vaut 0. Et donc la somme des forces est égale à 0. Donc là, ce qu'on peut écrire, c'est que pour donc, conclure ce problème, une fois qu'on a fait ça, on a fait le plus gros, écrire que la somme des forces, donc on est en statique, somme des forces égale à 0. Donc on a alors F plus T plus P égale A vecteur nul, puisque mon système mécanique est immobile. Voilà, donc la somme des forces est égale à 0. Voilà. Alors, ce qu'on peut faire ici, c'est écrire que coordonnée par coordonnée, que la somme des forces est égale à 0. Donc, coordonnées donc, suivant x. Alors, suivant l'axe OX, on fait la somme des coordonnées. Vous voyez, la coordonnée de F vaut moins Q fois K, Q carré, excusez-moi, fois K sur 4A carré. Donc ça, c'est suivant EX pour F. Pour P suivant EX, on a 0, plus 0, plus T sin θ égale à 0, puisque la somme des forces égale à 0, c'est chacune de la somme des coordonnées suivant x est égale à 0, et la somme des coordonnées suivant y est égale à 0. Et suivant OY, voilà, donc pour la force F, la coordonnée suivant OY vaut 0. La coordonnée suivant de P suivant Y vaut moins mg, et la coordonnée de la tension T cos θ égale à 0. D'accord? Ça va, vous suivez? Là, dites-moi un petit mot peut-être pour me dire que vous m'entendez bien, parce que quelquefois ça arrive que... Oui. Ouais, ça va, tout se passe bien, vous voyez l'écran. D'accord. Vous voyez que là, c'est terminé. Vous voyez que je vous disais que la force de tension, vous voyez, suivant Y, ce qu'on trouve, c'est que T, donc on trouve la tension, T égale mg divisé par cos θ. Vous voyez que la tension du fil va dépendre du poids, mais va dépendre également de cos θ. Vous voyez que si le cos θ vaut 1, la tension est maximale. On a donc une tension maximale donc lorsque cos θ vaut 1 et donc lorsque θ vaut 0, donc lorsque le pendule est vertical. Et ensuite, vous voyez que la tension va être d'autant plus faible que le... attendez, t cos θ. Ouais, on a une tension qui est forte et du coup, si l'angle est... Voilà, et ensuite, au fur et à mesure que, θ va augmenter, alors a priori, la tension, je dois avoir un petit souci, c'est pas un sinus plutôt. T cos θ égale mg. Alors, T
t qui est égal à mg sur cos θ. Voilà. Attendez, je réfléchis. Non, mg, ouais. Ouais, j'aurais pensé que la tension était maximale. Ouais. En tout cas, vous avez l'expression de la tension, vous voyez qu'il dépend de l'angle θ. Ce qui m'étonne, c'est qu'elle n'est pas maximale à la verticale. Enfin, j'y réfléchirai un peu plus tard. Voilà. Alors, donc on a t qui vaut mg cos θ, et du coup, je peux le remplacer dans la projection suivant x. Du coup, je vais me retrouver, vous voyez, avec ici, je vais prendre la coordonnée suivant x, donc j'ai moins k, k carré sur 4a carré, plus t sin θ, et je vais remplacer dans le t sin θ, vous voyez, j'ai t sin θ égale à 0, et dans le t sin θ, je vais remplacer par mg sur cos θ, vous voyez, je vais remplacer t, vous voyez, le t là, je l'ai exprimé ici, je vais le réinjecter ici, et ça va me donner du mg cos θ fois sin θ, vous voyez, donc mg sur cos θ fois sin θ égale à 0. Ouais, donc là, j'y suis presque, puisque ce qu'on vous demandait, c'est la... Alors, on connaît quasiment tout, hein, si je reviens au début de l'exo. Vous voyez, on connaît le... Alors, on connaît la masse, on connaît la longueur L, l'angle θ. Et ce qu'on ne connaît pas, c'est Q, c'est la charge. Donc, on vous demande de déterminer la charge de chacune des sphères. Donc là, on y est pratiquement. Donc, moins K fois Q carré sur 4a carré plus mg. Alors mg sin sur cos, ça fait mg tangente θ égale à 0. Donc je veux la charge Q. Donc j'ai Q carré qui est égal à 4a carré fois mg tangente θ et ensuite divisé par k. Et donc la charge Q en valeur absolue, elle peut être positive ou négative, à partir du moment où elles sont de même signe, vous voyez qu'elles se repoussent. Donc la charge Q, elle vaut plus ou moins, si vous voulez, 2A racine de mg tangente θ et divisé par k. Voilà. Alors le 2A, on ne l'a pas directement. On a la longueur L. Vous voyez, donc je vais revenir, il me faut encore calculer le 2A. Il faut que j'exprime en fonction de L et puis de θ. K, ensuite, vous savez que K vaut 1 sur 4 pi epsilon 0 et que le 1 sur 4 pi epsilon 0 vaut 9, 10 puissance 9. Voilà, donc là, il me faut calculer petit a. Alors, l'exprimer en fonction de L. Là, alors, je vais revenir au début de l'exo, enfin, au petit schéma de l'exo. Voilà, alors, vous voyez, le petit a, je l'ai ici. Voilà, A, c'est cette longueur-là. Là, le petit a, vous l'avez ici. Et on veut l'exprimer en fonction de L. Et L, vous l'avez ici. Voilà, le L, vous l'avez là. Là. Le L, je l'ai là. Et ici, j'ai l'angle θ. Alors, dites-moi ce que vaut petit a en fonction de L.
Est-ce que quelqu'un peut m'aider? Je voudrais le petit a, qui n'est pas une donnée du problème, puisque la donnée du problème, c'est l'angle θ et puis le grand L, le grand L vaut 15 cm, et puis l'angle θ vaut 5 degrés. D'accord? Et moi, je voudrais, du coup, comme j'ai mon résultat en fonction de petit a, je voudrais exprimer le petit a en fonction de L. Dites-moi que vaut a en fonction de L. Ça, c'est les relations d'un triangle rectangle. Ici, vous avez un triangle rectangle. L Alors, sinus θ. L sinus θ. A égale L sinus θ. D'accord? Voilà. Alors, je vais la remplacer. Voilà. Alors, j'ai Q qui vaut donc plus ou moins 2A. Et vous m'avez dit pour A, L sinus θ. Donc, L sin θ, racine de mg tangente θ divisé par K. Voilà. Et si je fais l'application numérique, alors je vais faire ici l'application numérique. Q égale plus ou moins, alors L, on vous a dit 0,15 mètres. Sin θ, c'est sinus. Alors faites attention avec la machine, c'est sinus 5 degrés, c'est pas sinus 5 radians. Donc 5 degrés multiplié par alors mg, la masse vaut 3, 10, moins 2 kg. Donc 3, 10, moins 2. Alors G, pour simplifier, on va prendre 10. Sinon, c'est 9,81. Ouais, la norme du champ de pesanteur terrestre. Fois tangente. Et pareil, c'est tangente 5 degrés sur la constante électrique du vide ou de l'air. 9, 19. Voilà. Et si vous faites le calcul, vous trouvez donc, si je n'ai pas fait d'erreur, plus ou moins 44,6 10 moins 9 coulombs. C'est 10 moins 9 fois. Donc c'est des nanocoulombs. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est des nanocoulombs ici. Hein. Plus ou moins. Peut-être, je ne sais pas, cette barre. Voilà. Voilà pour ce TD. Est-ce que ça va cet exo? Pas de problème? On passe à l'exo suivant. Ça va, pas de questions particulières, on passe à la suite. Alors, donc la suite, c'est le prochain TD. Je vais faire un petit rappel de cours au passage, donc c'est des choses que vous avez vues. Voilà, donc relativement simple, donc je ne fais pas un cours spécial, simplement je vais vous parler de potentiel électrique. Voilà, donc le TD1, c'est celui-ci. Voilà, alors dans ces exos-là, on va chercher à la fois le champ électrique, on va parler du potentiel électrique d'un point. Donc c'est un TD qui consiste à calculer des potentiels électriques. Et ensuite à manipuler éventuellement la relation E égale moins gradient de V. Alors, qu'est-ce que c'est que le potentiel électrostatique d'un point de l'espace? En fait, ça définit
son état électrique. Hein, je vais y revenir, enfin je vais en parler un petit peu. Donc là, je vous fais un petit rappel de cours avant de commencer le TD. Ensuite, quand j'aurai vous voyez, un contenu de cours assez important, je le traiterai à part. C'est-à-dire que vous aurez un polycopié de cours hein, ou un fichier de cours. On fera une leçon hein, avant d'attaquer les exos. Donc là, a priori, c'est censé être un petit rappel puisque vous avez déjà vu ça en cours. Et puis bon, il n'y a pas énormément de formules, donc je vais faire un petit rappel dans le TD. Mais sinon, je ferai TD et cours séparément, hein, normalement. Alors, petit rappel de cours. Là, on va appeler ça comme ça. Sur le potentiel électrique ou le potentiel électrostatique. Alors, le potentiel électrostatique, en fait, va définir l'état électrique d'un point de l'espace. C'est un scalaire. Hein, vous voyez, donc... Bon. Alors, je vais vous l'écrire. Électrostatique. Alors, c'est le potentiel. Alors, on parle de champ scalaire ici, parce qu'on va avoir un scalaire qui va définir l'état électrique d'un point de l'espace. Vous voyez, le point, si on s'éloigne un petit peu de ce point-là, on a un potentiel qui est différent. Donc, on va parler de champ scalaire, c'est-à-dire qu'on a plusieurs valeurs dans l'espace de potentiel électrique suivant l'endroit où je me place, les coordonnées de ce point de l'espace. C'est un champ. On parle de champ scalaire hein, par opposition à un champ de vecteurs. Le champ électrique, c'est un champ vectoriel. Le potentiel électrique, ça va être un champ scalaire. Alors, regardez, on va prendre un petit exemple. Ça, vous avez dû le voir en cours. Voilà, on va prendre deux particules à distance l'une par rapport à l'autre. Vous voyez, j'ai une particule P, une particule en P, une particule au point M. Particule M et la distance qui sépare P de M vaut petit r. Donc vous avez Pm, distance Pm égale à petit r. Alors que vaut le potentiel au point M? Donc ça c'est le potentiel que va créer la particule qui est placée en P au point M, hein, V de M. V de M, on montre que V de M vaut K sur Q divisé par R. Alors vous voyez que par rapport au champ électrostatique, on a un scalaire, K, donc 1 sur 4 pi epsilon 0, 9, 10 moins 9, multiplié par la particule Q, divisé par R, vous voyez qu'on a du R, on n'a plus du 1 sur R carré, plus une constante. Alors pourquoi une constante? Parce que le potentiel provient de l'intégration du champ électrique. On intègre à partir du champ électrique, on trouve le potentiel. Voilà, donc ça c'est le Vm. Le V en P, vous voyez, que créerait la particule M au point P, on aurait du K fois Q', cette fois-ci, divisé par R, puisque la distance ne change pas, plus une constante d'intégration. Alors si on a plusieurs charges, on va prendre le cas où on a N charges. Dans ce cas-là,
voyez, le V au point va être égal à la somme, et on va pouvoir appliquer le théorème de superposition. C'est-à-dire qu'on va pouvoir dire que Vm égale somme de I égale 1 jusqu'à N, dk fois Q indice I, divisé par RI carré plus une constante d'intégration. On peut appliquer le théorème de superposition pour calculer le potentiel qui est créé par plusieurs charges en un point. Ouais, donc on a... Pourquoi R carré? Ah, excusez-moi, sur RI, excusez-moi, sur RI, c'est moi qui... C'est-à-dire que là, c'est le cas où vous avez, vous voyez, vous avez donc une charge en P1 qui vaut Q1, une autre charge en P2 qui vaut Q2, etc. Une charge en P indice N qui vaut Qn. Vous voyez, et moi, je cherche le potentiel au point M. Donc, je me place au point M, et je cherche le potentiel. Donc, vous voyez, il faut que je... voilà, j'ai à considérer cette distance-là, qui est la distance R1. Voilà, ici, R1. Ah, j'aurai, alors je vais avoir un P, ici indice I, de charge QI. Donc je considérerai la distance entre, vous voyez, cette distance-là. Alors, je vais avoir... J'ai une distance RI, puis pareil, je vais avoir une particule ensuite ici en P indice N, ici de charge Qn. Voilà, je vais voilà, considérer la distance Rn entre le point Pn et puis la charge, enfin, et le point de l'espace. Voilà, donc ça me donne somme, je vais appliquer le théorème de superposition, donc K fois Q1 divisé par R1, plus K fois Q2 divisé par R2, plus etc. Vous voyez, je vais toutes les sommer, plus une constante. Alors très souvent, la constante provient de l'intégration, on va la voir après. Très souvent, on considère, c'est une convention, on considère que V M égale 0 à l'infini. Donc si on se place à une distance infinie d'une particule P qui crée le potentiel, on considère très souvent que le champ au point M est égal à 0. Donc pour que le Vm soit égal à 0 à l'infini, vous voyez comme le Q divisé par R tend vers le Q divisé par R tend vers 0 lorsque R tend vers l'infini, ça signifie que la constante, on prend comme constante la constante égale à 0. D'accord? Du coup, voilà, on prend comme constante égale à 0. Et donc, on écrit que Vm égale K fois Q divisé par... Voilà, K fois Q divisé par... Alors, on peut définir, vous voyez, l'énergie potentielle de la particule. Vous voyez, lorsqu'on a le potentiel en un point de l'espace, si à ce point de l'espace, on a une charge, ce qui est le cas, vous voyez, donc si je reprends vous voyez ce cas-là, ici,
Voilà. Alors, vous voyez, on peut définir, alors on a le potentiel au point M, vous voyez, le Vm vaut K fois Q divisé par petit r, donc ça c'est le potentiel en prenant la constante, vous voyez, plus constante, si on prend constante égale à 0, hein, avec la constante égale à 0, donc là, on parle de jauge, on prend la jauge des potentiels, ou si vous voulez le potentiel de référence à l'infini, hein, donc constante égale à 0. Donc ça c'est le potentiel le potentiel au point M. Et l'énergie potentielle de ça, on peut déduire l'énergie potentielle Voilà, donc on peut définir l'énergie potentielle de la charge Q' au point M. Cette énergie potentielle, vous voyez, elle vaut, s'il y a une charge au point M, ce qui est le cas ici, EP au point M, elle vaut Q' fois Vm. Alors, ce qu'on a dû vous dire, c'est que cette énergie potentielle, elle correspond au travail qu'il faut fournir à la particule pour l'amener de l'infini jusqu'au point M. Vous voyez, vous avez la particule P qui crée un potentiel, la particule Q qui est placée au point P qui crée un potentiel dans l'espace. Vous voyez, vous avez une particule Q' qui est à l'infini. Ben, l'énergie potentielle de cette particule-là, ça correspond, vous voyez, à l'énergie que je vais devoir lui attribuer, le travail que je vais devoir lui communiquer à la particule Q' pour la faire passer de l'infini jusqu'au point M. Donc, ce travail que je vais devoir lui fournir pour l'amener au point M, il vaut Q' multiplié par Vm. Et donc, c'est l'énergie potentielle de la particule. Vous voyez, ça signifie, par exemple, si les deux particules ont une charge de même signe, vous voyez, si je maintiens mes deux particules, la particule au point P puis la particule Q' au point M, si je lâche ensuite la particule au point M, elle va filer, comme elle a l'énergie potentielle, un peu à la manière d'un ressort qui serait comprimé. Vous voyez, elle va filer vers l'infini. C'est-à-dire que son énergie potentielle qui est grande, elle va commencer à décroître, elle va prendre de l'énergie cinétique, et comme ça, elle va aller jusqu'à l'infini. Son énergie potentielle va se transformer en énergie cinétique. D'accord ? Donc, si je connais le potentiel d'un point de l'espace, si en ce point de l'espace, j'ai une particule, son énergie potentielle à cette particule vaut sa charge, la charge de cette particule-là, multipliée par le potentiel en ce point. D'accord ? Donc, elle a de l'énergie potentielle à la manière d'un ressort qui est comprimé ou un ressort qui est étiré. Vous voyez, dès que je lâche, il perd de l'énergie potentielle pour communiquer en fait au point matériel de l'énergie cinétique. Alors, la force F, qui est la force de Coulomb, on vous a dit que c'était une force qui a quelles caractéristiques, la force de Coulomb, la force électrique? Elle vaut, vous voyez, dans mon cas, moi, par exemple, la force qui s'exerce au point M, vous voyez, force de Coulomb au point M, elle vaut Q' multiplié par EM. Et cette force de Coulomb, on vous a dit qu'elle avait, elle avait quoi comme caractéristique? Comment cette force de Coulomb, qu'est-ce qu'elle a comme propriété physique? On vous a dit que c'était une force qui était... On vous a dit que c'est une force qui est... On vous a pas dit que c'était une force conservative, ça vous dit rien? Non. Non? Est-ce que vous savez ce que c'est qu'une force conservative? Vous avez dû le voir en terminale, ça.
Quelqu'un peut me dire ce qu'est une force conservative? Personne? C'est une force dont le travail est indépendant du chemin qui est suivi. Le poids, par exemple, c'est une force conservative. C'est-à-dire que, vous voyez, quand vous faites travailler le poids d'un poids matériel d'un point A à un point B, que vous alliez en ligne droite de A à B ou que vous alliez en zigzag de A à B, le poids va effectuer toujours le même travail. Vous voyez, donc c'est une force conservative. La force de rappel élastique d'un ressort est une force conservative. Vous avez dû voir, à mon avis, pour la plupart, ça en terminale. Donc c'est une force dont le travail est indépendant du chemin suivi. C'est-à-dire que le travail d'une force conservative va dépendre simplement du point de départ et du point d'arrivée. D'accord ? Généralement, les forces de frottement ne sont pas des forces conservatives. Par contre, les forces électriques, les forces gravitationnelles, les forces de rappel élastique, etc., ce sont des forces conservatives. Donc ça, vous allez le voir. A priori, vous allez le voir quand vous allez faire un petit peu de mécanique, si vous ne l'avez pas déjà vu. Alors, les forces conservatives, en fait, elles dérivent, on dit qu'elles dérivent, une force conservative dérive d'une énergie potentielle. On peut écrire, donc ça c'est de la méca également, hein, des choses qu'on voit en méca. On peut écrire que le travail élémentaire qu'on note delta W est égal à moins D2P. Donc s'il y a une variation, vous voyez, d'énergie potentielle, l'opposé de la variation d'énergie potentielle vous donne le travail élémentaire de la force conservative. Elle est liée à une énergie potentielle. Voilà. Alors le petit delta W, qui est un travail élémentaire, on note ça, F scalaire dl. C'est le produit scalaire entre la force conservative et le chemin élémentaire, le vecteur chemin élémentaire qu'on note dl. Et donc ça, c'est égal à moins d2p. C'est égal à moins la variation d'énergie potentielle. D'accord? Donc dans notre cas, nous, on va pouvoir écrire que F vaut Q prime fois E, puisque F vaut Q prime fois E, scalaire dl égale moins d2p, et on a dit que l'énergie potentielle valait Q prime multiplié par V. D'accord? Donc je vais pouvoir simplifier par Q prime. Je peux faire sortir le Q prime de l'opérateur dérivé. Et donc là, j'ai Q prime E scalaire dl égale moins Q prime multiplié par dV. dV, la variation élémentaire de potentiel. Et donc j'arrive à E scalaire dl, donc le champ en un point scalaire, le chemin élémentaire, égale à moins dV. Alors le prof que vous avez vu avant moi, il a dû vous dire que ça définit le gradient d'un scalaire. On a, vous voyez, df égale à moins gradient de f scalaire dl. Et donc on peut écrire ici en identifiant, vous voyez, le v à la fonction f égale gradient de f scalaire dl, et donc le e à moins gradient de v. Vous voyez, on retrouve cette relation-là. On a e scalaire dl qui est égal à moins dv, et donc, grâce à la relation qui définit le gradient d'une fonction, on a e qui est égal à moins gradient de v. C'est-à-dire qu'en électrostatique, le champ électrique dérive du gradient. On dit que le champ E dérive du gradient V, E égale moins gradient de V. Alors, en coordonnées scalaires, ça s'écrit comme ça. E, donc on va voir pour coordonnées. Alors, lorsqu'on est dans une base x, y, z en 3 dimensions et en coordonnées scalaires, on va voir le EX qui va être égal à moins dV, la dérivée de V par rapport à x.
Voilà, EY qui va être égal à moins dV sur DY et EZ qui va être égal à moins D de V sur DZ. Voilà comment, en connaissant le potentiel en un point de l'espace, on va pouvoir déduire les coordonnées du champ électrostatique. Donc EX égale moins dérivé. Alors le D rond, ça veut dire qu'on a une fonction, en fait, V est une fonction de plusieurs variables, peut-être fonction de X, de Y et de Z. Et donc lorsque je mets un D rond, ça veut dire que je dérive, ça signifie que je dérive V par rapport à X, puis V par rapport à Y, et puis V par rapport à Z. C'est comme ça qu'on définit le gradient de V. Hein, gradient de V, suivant X, dérivé de V par rapport à X, suivant Y, dérivé de V par rapport à Y, et suivant Z, dérivé de V par rapport à Z. Donc ça, a priori, c'est des choses que vous avez vues ça avec la personne qui vous a fait cours avant moi. Donc elle vous a probablement défini le gradient. Voilà, de cette manière-là. Et juste pour terminer, on fera les petits exos en rapport demain. Alors, on a... alors, ça aussi, vous avez dû le voir. J'y reviendrai en cours, hein, donc vous affolez pas trop. On appelle alors le E scalaire d'L. On note ça la circulation des grands C, la circulation du vecteur E sur le chemin d'L. Et donc cette circulation, d'après la définition, vaut moins dV. Et voilà, et moins dV vaut aussi moins gradient de V scalaire dL. Alors regardez, si j'intègre la circulation, on dit qu'on calcule la circulation du champ E de A à B. Et si je fais donc ma circulation du champ E de A à B, donc je fais un E scalaire dl du point A au point B, elle vaut moins dV que j'intègre de A à B. Alors moins dV de A à B, ça veut dire moins donc V au point B et moins le potentiel V au point A. Voilà. Et donc la circulation de A à B, donc c'est-à-dire l'intégrale de E scalaire dl entre le point A et le point B est égale à la différence de potentiel entre les points A et B, donc à la tension entre les points A et B. Donc circulation du champ électrostatique, donc E scalaire dl entre A et B, égale VA moins VB. Alors généralement le V en A, on note ça V indice A, moins VB, et ça, donc on appelle ça la tension entre le point A et le point B. Donc en électrostatique, si on calcule la circulation, on fait un E scalaire dl, dl étant le chemin élémentaire donc dans le système de coordonnées dans lequel vous vous trouvez, on trouve la différence de potentiel entre le point A et B. Donc ici, le dl, en coordonnées scalaires, le dl vaut dx EX plus dy EY plus dz EZ. Voilà. Donc voilà, donc ça c'est un petit peu la partie du cours sur le champ, enfin le lien entre le champ scalaire et le potentiel. Oui, je vous écoute. Tout en bas, la dernière ligne, c'est pas VB moins VA? Non, parce qu'il y a moins devant. Faites attention, il y a un moins devant. Hein. Vous avez un moins ici. Donc vous avez moins V de B, puisque vous prenez, vous voyez, dV, c'est la variable d'intégration. Donc c'est comme si vous intégriez 1 par rapport à la variable d'intégration, donc ça vous fait V. Hein. Si vous intégrez dx, 1 par rapport à x, ça vous fait x. Donc là, j'intègre 1 par rapport à la variable V, ça me donne V. V que je prends entre les points B et le point A. Donc ça me fait V au point B, VB, moins V au point A, avec un moins devant. J'ai le moins devant, puisque j'ai E qui est égal à moins gradient de V. Donc j'ai E scalaire d'L qui est égal à moins dV, et donc ça me donne moins VB moins VA, et donc moins UAB. VA moins VB, et donc moins UAB. Donc là, en électrostatique, la circulation, on appelle ça la circulation, on verra des exemples de calcul de circulation, la circulation du champ E entre les points de l'espace A et B
est égale à la différence de potentiel entre A et B, donc la tension UAB entre le point A et le point B. D'accord? Voilà comment on lit en électrostatique une différence de potentiel au calcul de la circulation du champ électrostatique entre le point de l'espace A et le point de l'espace B. Voilà. D'accord? Donc je vais arrêter là parce que ça fait plus que 2 heures qu'on travaille maintenant. Donc on doit s'arrêter. Voilà, je vous demande de bien revoir tout ça pour demain. Et demain, donc, on fera un TD où je recommencerai à faire des calculs de champ électrique et en même temps, je ferai des calculs de potentiel électrique. Vous voyez, on verra comment faire les deux, calculer le champ électrique et calculer le potentiel électrique. Vous voyez, le potentiel électrique, en fait, c'est une grandeur qu'on peut définir lorsque la force est conservative et le potentiel électrique est défini et relié à l'énergie potentielle que possède éventuellement une particule qui est plongée dans un champ de potentiel. Voilà un petit peu, donc c'est une notion qui est très utilisée, vous verrez en physique, hein, on en dira quelques mots. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Voilà, on se revoit demain sinon. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein. Ça va? Bon. Essayez de revoir tout ça pour demain. S'il y a des questions à me poser, ben, vous me les posez demain. Et puis, voilà, essayez de chercher le TD, donc ce TD-là pour demain, ce que vous pouvez. Et puis, on va avancer, donc on refera 2 heures de cours demain. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée, et puis donc, je vous dis à demain. Au revoir. Au revoir. Au revoir.